Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en France, bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Bonner. Jean-Yves Bonner est secrétaire de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics. Monsieur Bonner, pardon. Ah, mais Bonner. Ah, mais c'est pas loin. C'est presque synonyme. Tout à fait, on l'espère. Bonsoir, merci de me recevoir. D'accord. On faisait ce jeu de mots, bonheur, mais j'ai l'impression que dans votre secteur, celui du BTP, ce n'est pas le grand bonheur actuellement. Ce n'est pas la joie, effectivement, mais nous en sommes conscients. Hein. Les entreprises souffrent, le secteur souffre d'un manque d'activité, mais nous construisons notre bonheur futur. En tout cas, c'est les choix que nous avons faits. Alors, c'est peut-être un peu lent, c'est laborieux, mais nous avons quand même quelques réussites et quelques succès, en tout cas des espoirs pour l'avenir. Parlez-moi, si vous voulez bien, de la fédération dont vous êtes le secrétaire général. Alors, la Fédération régionale du BTP de Martinique, c'est l'évolution d'un très ancien syndicat professionnel, qui est le syndicat des entrepreneurs en bâtiments, travaux publics et annexes de Martinique, donc le SEDBAM, un nom difficilement prononçable, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les administrateurs ont souhaité faire évoluer la dénomination du syndicat professionnel. Donc c'est une vieille boutique, hein, on parle de 1958. Donc c'est un syndicat historique du BTP de Martinique. Et il y a d'autres organisations professionnelles qui accompagnent les entreprises du secteur également. Mais le SEDBAM a eu un rôle prépondérant, notamment dans la discussion des premières conventions collectives de Martinique. Donc la plus ancienne date de 1973. Donc c'est un secteur qui a été effectivement turbulent, on va dire. Je vais utiliser le mot turbulent, dans lequel il y a eu effectivement des conflits sociaux importants. Mais ça a permis en réalité qu'un dialogue social s'établisse, que les gens apprennent finalement à se connaître et à travailler ensemble pour sortir ce secteur de ces passes difficiles. Alors, traditionnellement, c'est un secteur cyclique, hein, dans lequel il y a des périodes un peu d'euphorie, pendant lesquelles il y a énormément d'activités où les entreprises se portent mieux, et puis des périodes plus difficiles. Mais là, la particularité du moment que nous vivons, c'est que la crise semble être plutôt installée depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, donc ça fait quand même long pour les entreprises. Mais notre syndicat, voilà, notre fédération, puisque nous avons souhaité évoluer pour aussi être plus rassembleur, c'est vrai que le syndicat, le SEDBAM, avait une fausse image, je dirais, un peu élitiste, puisque c'est vrai que certain nombre de grandes entreprises qui sont adhérentes, mais il n'y a pas que des grandes entreprises au sein de ce syndicat. Et donc, on a voulu être plus représentatif des entreprises du secteur dans lequel il y a effectivement beaucoup de TPE, des entreprises de taille artisanale, et qui ont toute leur place au sein de la grande fédération. Donc voilà, on regroupe à la fois des entreprises qui ont des activités de bâtiment, aussi bien en gros œuvre qu'en second œuvre, et puis les entreprises qui ont des activités de travaux publics, génie civil, voilà, et tout ça au sein d'une même structure qu'on essaie de faire fonctionner, à la fois pour rendre service à ses adhérents, mais aussi avec des missions, je dirais, d'intérêt général pour le secteur. Alors en particulier, la fédération a le secrétariat de la commission paritaire. Et donc c'est cette commission paritaire qui en particulier gère les deux conventions collectives que nous avons dans le secteur.
Et puis nous avons des représentations dans des commissions ou des conseils d'administration de bon nombre d'organisations, d'organismes qui travaillent sur le territoire. Alors, voilà. Fédération, bâtiment et des transports publics. Travaux publics. Travaux publics, pardon, travaux publics. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs syndicats qui se sont fédérés pour créer cette fédération, ou bien c'est uniquement le syndicat dont vous avez parlé? C'est principalement donc le CEDBAM, mais effectivement une fédération a pour vocation d'accueillir des syndicats de spécialité, ce qu'on appelle les syndicats de spécialité, ou des unions de métiers. Et donc effectivement un certain nombre de corps d'État ont aujourd'hui des syndicats, c'est le cas par exemple des électriciens, et puis c'est le cas aussi des frigoristes et des spécialistes aussi de la climatisation, mais qui ont à terme, on l'espère bien, toute leur place au sein d'une grande fédération. L'idée étant que les métiers et les spécialités gardent leur identité, mais aussi s'insèrent dans une organisation plus large, capable d'avoir plus de poids, parce qu'il faut un syndicat professionnel, une fédération professionnelle, doit parfois jouer des coudes pour pouvoir se faire entendre. Le monde du bâtiment et des travaux publics en Martinique, c'est à peu près combien de personnes? Strictement activité travaux, environ 6800 personnes. Voilà, donc c'est un des secteurs qui compte quand même dans l'emploi local. Après, il y a à côté de ça un certain nombre, je dirais, d'activités connexes. Donc tout ce qui peut être activité industrielle liée à l'activité BTP, hein, les carrières, les sociétés de béton prêt à l'emploi par exemple, ou les sociétés de fabrication de menuiserie. Puis à côté de ça, il y a l'activité transport qui est par camion à benne, qui est assez liée à notre secteur, et puis l'activité de distribution de matériaux. Et si on élargit encore un peu plus, tout ce qui est promotion immobilière rentre dans le secteur de la construction, qui est un secteur beaucoup plus large. Et c'est tout ça qui fait 6800? Non, 6800, c'est uniquement les entreprises de travaux. Donc, si on compte plus largement, on n'a pas le chiffre exact, mais on doit quand même aujourd'hui approcher 9-10 000 salariés. Ce n'est pas négligeable. Est-ce que vous avez un chiffre concernant la part dans le PIB de la Martinique au niveau? L'activité construction, c'est entre 6 et 8% en fonction des années. Donc là encore, c'est quelque chose d'assez significatif. En tout cas, c'est quelque chose de structurant. C'est une activité qui, même si elle est un petit peu en baisse depuis quelques années, fait partie des piliers de l'économie martiniquaise, avec un certain nombre d'entreprises stables, avec des besoins, je dirais, récurrents, qui impliquent et qui obligent les uns et les autres à avoir de l'activité, je dirais, en continu. Bâtiments et travaux publics, quand on voit ce secteur, on a l'impression qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle en Martinique des jobbers là-dedans. Est-ce que c'est vrai? C'est une activité dans laquelle il y a malheureusement un peu de travail informel. Ça fait partie de la réalité. Il y a même du travail, on va dire, illégal, hein, puisqu'on fait la distinction entre travail informel où on est parfois à la limite de la légalité, et puis des choses qui sont, de notre point de vue, beaucoup plus graves, parce qu'elles mettent en cause, en fait, la dignité humaine. Et là, on n'est plus du tout d'accord, parce qu'il s'agit de l'exploitation, en fait, alors parfois de ressortissants étrangers, mais pas que. Et là, je pense qu'il faut être très ferme vis-à-vis du travail illégal, parce que ça fait des dégâts dans la vie des individus qui sont parfois exploités par des gens indélicats. Et ça, ça fait partie des plaies que nous voulons soigner pour ce secteur. On a d'ailleurs signé une convention de lutte contre le travail illégal, donc avec l'État, la DETS, représentée par la DETS, avec les syndicats de salariés qui se mobilisent aussi dans le cadre de cette politique de lutte contre le travail illégal et donc d'amélioration de l'image de notre secteur.
Voilà, on a fait un premier bilan. C'est sûr que c'est un travail au long cours, hein, qui ne va pas porter ses fruits immédiatement. Mais il ne faut rien lâcher et il faut continuer à agir pour que la dignité des personnes qui sont employées dans ce secteur puisse être préservée. Est-ce que ce dont vous parlez, c'est surtout des gens qui viennent d'ailleurs, des étrangers, notamment des gens de la Caraïbe, qui viennent ici? Est-ce que c'est uniquement ça que vous appelez travail illégal? Alors, il y a effectivement des ressortissants étrangers employés dans notre secteur, certains de manière tout à fait régulière, hein, puisqu'on peut être étranger et travailler et avoir un permis de travail et être employé dans notre secteur. Mais il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, il y en a de plus en plus, parce qu'effectivement, on a des difficultés à recruter nos propres compatriotes, on va dire. Mais puis, il y a des gens qui ont envie de travailler, donc il y a des ressortissants étrangers qui ont envie d'être réguliers, de travailler, et ils sont les bienvenus dans le secteur. Mais il y a aussi, effectivement, ces ressortissants étrangers qui sont dans des zones grises, voire carrément dans l'illégalité, parce que certaines personnes essaient d'en tirer un avantage en les sous-payant. Et ça crée, en fait, au-delà de la question de la dignité humaine, qui est, je pense, le pilier, la raison pour laquelle il faut absolument lutter contre ces pratiques, ça crée aussi des distorsions de concurrence, et donc avec des niveaux de prix qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, ce sont des pratiques qui mettent en difficulté des entreprises qui sont, elles, tout à fait régulières et qui emploient des gens régulièrement. Et ça, c'est pas bon pour le secteur parce que ça le déstabilise, ça tire les prix vers le bas, vers des niveaux de prix qui ne correspondent pas au prix des ouvrages. Et ça, c'est aussi condamnable. Est-ce que cette concurrence déloyale, en quelque sorte, crée une animosité entre donc les Martiniquais et puis les étrangers qui viennent? Non, alors ça, on ne le vit pas. C'est vrai que ça remet, alors ça pose problème. Je ne dis pas que ça ne pose pas problème, ça pose problème, mais ça ne va pas jusqu'à l'animosité. Je pense qu'il y a entre travailleurs, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, une forme de respect dans ce milieu et la reconnaissance que même s'il y a des situations à corriger, on participe tous à un même secteur. Voilà. Mais je n'ai pas en mémoire d'animosité. D'ailleurs, les syndicats de salariés cherchent à faire régulariser ces situations. Donc, on est tous sensibilisés à la détresse humaine parfois et à la nécessité de permettre en fait à des compatriotes qui sont parfois effectivement étrangers de bénéficier des avantages sociaux qu'offre ce secteur, parce que nous sommes, et je le dis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire un peu partout, le secteur qui offre une protection sociale la plus importante et la meilleure de tous les secteurs de l'économie martiniquaise. Et ça, c'est le fruit de luttes syndicales énormes et aussi d'accords entre les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. On a une situation aujourd'hui qui est celle-là, avec un secteur qui protège bien ses salariés, mais quand ils sont réguliers. Et donc, il faudrait que tout le monde puisse bénéficier des avantages qui ont été conquis par les luttes précédentes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette protection sociale privilégiée? Oui, alors on a deux caisses qui sont des caisses régionales, donc qui sont gérées régionalement, puisque c'est des caisses anti-Guyane, donc on travaille avec la Guadeloupe et la Guyane à travers ces caisses. Il y en a une qui est gérée de manière paritaire, c'est la caisse de retraite et de prévoyance. Donc l'administration est en fait assurée par des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Donc, et puis on a une caisse de congés payés, puisque la partie congés payés est gérée par une caisse dédiée. C'est une particularité aussi de notre secteur.
ce qui permet aux salariés, par exemple, d'avoir une prime de vacances équivalente à 30% des congés. C'est la pratique dans la branche bâtiments et travaux publics. Et puis en termes de prévoyance, pour BTPR, qui est notre caisse de prévoyance et de retraite, on a récemment négocié un accord nouveau qui vient compléter les services de prévoyance qui étaient déjà offerts aux salariés de la branche professionnelle et qui sont des avantages considérables. La dernière nouveauté, elle est chez la caisse de congés payés qui met en place ce qu'on appelle un CSE, un comité social des entreprises, pour les plus petites entreprises et qui offre en fait aux salariés un certain nombre de services, je dirais, avec des accès à la culture, au voyage, aux loisirs. Et ça fait partie de ce que le secteur est capable d'offrir à ses salariés réguliers. Même les très petites entreprises peuvent offrir ça à leurs salariés. Tout à fait. La façon dont le CSE a été conçu par la Caisse de congés payés est justement destinée à permettre aux plus petites entreprises qui n'ont pas en interne cette organisation de pouvoir bénéficier, de pouvoir être comme les plus grandes. D'accord. C'est un progrès. Certainement. Comment est-ce que vous faites pour attirer les jeunes ? D'ailleurs, je vous demande comment vous faites. En réalité, vous n'y arrivez pas. C'est difficile. À attirer les jeunes dans ce métier-là. Alors, nous avons des problématiques qui relèvent parfois de mythes. Et donc, merci de nous donner l'antenne et de nous permettre de combattre ces mythes. Donc, je suis un combattant du mythe. Et donc, la pénibilité, c'est principalement ce qu'on reproche à nos métiers. Il y a eu effectivement beaucoup de progrès qui ont été faits en matière de lutte contre la pénibilité et prise en compte en fait de cette pénibilité. Juste un exemple, le poids des sacs de ciment. Moi, quand j'étais lycéen dans les sections génie civil au lycée de Trinité, on avait encore des sacs de 50 kilos qu'il fallait déplacer, c'était lourd. Et aujourd'hui, on est rendu sur du 35, voire du 25 kilos pour certains sacs. Donc on voit bien que le secteur sait à un moment donné prendre en compte l'aspect pénibilité. L'aspect sécurité est aussi très important. Nous sommes un secteur qui est malheureusement un peu accidentogène, avec une prévalence des chutes en hauteur, puisqu'on travaille sur des bâtiments et il y a effectivement un certain nombre de risques, d'où l'obligation en fait de prévoir la sécurité. C'est un élément important dans l'exécution des tâches et c'est quelque chose qui coûte. Et donc il faut aussi que toutes les entreprises puissent mettre en place la sécurité, mais il y a de gros progrès qui sont faits. Très récemment, un organisme national paritaire qui s'appelle l'OPP-BTP, donc l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, et s'est installé sur les Antilles-Guyane, donc avec une représentante sur la Martinique qui fait du conseil aux entreprises. Donc voilà, donc le secteur reconnaît qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il doit être meilleur et s'organise pour pouvoir justement traiter. Ça, en complément de ce que le service prévention de la CGSS fait et continue à faire. Donc, on voit que c'est un sujet sur lequel on prend des décisions et on avance. Donc, voilà ce que nous reprochait principalement. Après, c'est vrai que dans notre communication, on a souvent été vu dans les médias chaque fois qu'il y a des choses qui n'allaient pas, qu'on ne nous payait pas en temps et en heure, que les entreprises manquaient d'activité, que les retenues de garantie étaient confisquées pendant des durées supérieures à celles qui sont prévues par la réglementation. Donc ça, oui, on continuera à être militant sur ces sujets parce que les sujets ne sont pas réglés. Mais on veut aussi, et quand on est reçu, on a le plaisir d'être reçu par les médias de Martinique, dire aussi que c'est un secteur formidable dans lequel on réalise chaque fois un objet particulier, donc un ouvrage spécifique. Donc il n'y a pas de répétitivité tant que ça dans notre secteur. Et puis on laisse des traces.
Et en fait, on aide la Martinique à s'équiper, on rend service à des gens. Les gens se logent, des enfants vont dans des écoles parce qu'elles ont été construites par des entreprises de BTP, des hôpitaux, on espère en faire certains bientôt, en refaire certains. Voilà, donc le BTP est en fait au cœur de la vie des citoyens. Là, on parle beaucoup des embouteillages, on voit ce que ça peut être. Ben, peut-être qu'il faut aussi relancer un programme plus ambitieux sur les réseaux routiers. Il y a des ouvrages d'art qui sont prévus pour éviter des giratoires qui posent problème et qui créent des embouteillages. Tout ça, il faut y aller et il faut permettre à la Martinique d'être mieux équipée. Lorsque j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est seulement une impression, mais il me semble avoir vu monter les murs d'un immeuble plus par des grues que par des hommes. Nous manipulons des entreprises, manipulent des charges lourdes. Et alors, parfois, nous, on n'est pas... Mais des murs pratiquement tout faits. Oui, alors, on fait de la préfabrication. Donc, certaines techniques de construction sont à peu près, sont équivalentes à du mécano. En fait, on peut assembler des murs, des planchers préfabriqués. Excusez-moi. C'est quoi? Ce sont des robots? C'est l'intelligence artificielle? Alors, on va parler de l'intelligence artificielle qui ne remplacera jamais certains de nos métiers. Alors, qui est une aide aujourd'hui dans beaucoup de parties de la vie des entreprises du BTP, mais qui ne remplacera jamais nos métiers, qui restent des métiers de technique, des métiers manuels, avec toute la noblesse que le mot manuel recouvre. Donc il nous faut des grues, il faut des moyens de levage pour pouvoir lever un certain nombre de charges, d'équipements. Et ça fait partie de l'activité des chantiers. Est-ce que vous attirez la jeunesse finalement? Nous essayons. Alors, nous avons pris un certain nombre de mesures pour attirer la jeunesse. Donc, communiquer différemment, de manière aussi plus moderne. Hein. Nous ne sommes pas un secteur archaïque. Il y a des choses très modernes dans le BTP martiniquais, comme ailleurs. Et puis, on doit se montrer un peu plus. Et c'est en particulier ce que nous allons faire à la fin du mois de mars, lors du Salon des bâtisseurs, qui se déroulera à l'hippodrome de Martinique à Carrère, les 27 et 28 mars 2026. C'est une vitrine. On veut que ce salon, que nous co-organisons avec un média écrit, donc Magazine Bâtisseur, qui est notre partenaire, c'est le salon du secteur qui est vraiment ouvert. Et c'est un salon dans lequel nous aurons en particulier un pôle formation avec toute une séquence de stage dating, job dating, donc qui permettra éventuellement à des personnes intéressées à rejoindre le bâtiment et les travaux publics de pouvoir trouver des opportunités. Et puis on va montrer des choses, et des choses parfois très modernes. Donc il y a une grande conférence en particulier sur l'intelligence artificielle qui aura lieu le vendredi à 11h. Et qui va montrer comment l'intelligence artificielle est maintenant au service de nos métiers, de nos entreprises. Et ça va être un grand moment avec des applications très pratiques. Et puis montrer aussi qu'on sait aller vers des choses modernes, des drones, des exosquelettes, des choses qui facilitent la vie des entreprises et qui préservent la santé aussi des salariés. Qui facilite la vie, mais qui ne remplace pas les salariés. Non, très, très sincèrement, il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées, mais dans notre secteur, ça a une limite et on aura toujours besoin des Martiniquais et on en a vraiment besoin aujourd'hui. Il y a, même en activité réduite, des difficultés de recrutement, des postes qui ont du mal à être pourvus. Ça veut dire qu'on fait vraiment appel à la jeunesse martiniquaise ou à ceux qui veulent se reconvertir. Aujourd'hui, on a des problématiques de pyramide des âges dans les entreprises, donc avec des effectifs qui sont plutôt âgés et qui vont partir en retraite bien méritée.
Et il faut remplacer ces salariés. Donc, on a besoin de former des jeunes pour que l'activité qu'on va nous donner dans les mois et les années à venir puisse être réalisée par des entreprises martiniquaises avec des Martiniquais. Dans les écoles qui forment à vos métiers, est-ce qu'il y a suffisamment d'étudiants? Pas toujours. Les sections en formation initiale manquent parfois d'effectifs. Souvent, alors nous, ce qu'on entend, c'est que ce ne sont pas forcément les élèves les meilleurs, les plus méritants qui se retrouvent dans nos filières. Et ça, c'est une erreur profonde parce que nos métiers réclament des connaissances scientifiques qui sont tout à fait équivalentes à celles de beaucoup d'autres secteurs. Nos métiers n'attirent pas assez les jeunes femmes. Ça, c'est un constat. Il y en a dans les écoles, dans les sections qui forment au métier du BTP, mais pas suffisamment. Alors que nos métiers sont complètement ouverts aux jeunes femmes, de la même manière. Il n'y a pas de différence ni salariale, ni dans les tâches à exécuter, y compris sur des métiers très techniques d'exécution. Il n'y a pas de différence. Donc c'est aussi un appel que nous souhaitons faire aux jeunes femmes de rejoindre le BTP. Souvent, moi, ce que j'entends, c'est que les femmes qui sont présentes dans nos métiers sont parfois plus précises, plus attachées à la notion de qualité que certains hommes. En moyenne, que je ne m'attire les foudres de personne. Voilà, donc elles amènent un plus. Et elles sont en tout cas les bienvenues dans nos métiers. Est-ce que vous payez aussi bien qu'ailleurs? On paye mieux qu'ailleurs. C'est un secteur dans lequel les conventions collectives négociées par nos pairs sont plutôt favorables. Moi, je n'ai rien à cacher. Et en tout cas, quand on a en face de nous les représentants syndicaux des salariés, on l'évoque de manière très ouverte. C'est un secteur pour lequel les syndicats de salariés ont plutôt bien négocié. À l'époque, tant mieux pour les salariés. En tout cas, il revient aux entreprises de faire avec les conventions collectives qu'elles ont à leur disposition et qu'elles doivent respecter. Ça permet de servir des salaires qui sont aujourd'hui au-dessus de la moyenne dans nos secteurs. Et puis, on vient de faire quelque chose un peu d'innovant. On vient de réviser les classifications, c'est-à-dire les positions. Nous, on a encore aujourd'hui, vous allez entendre parler d'ouvriers manœuvres, d'ouvriers spécialisés, d'ouvriers qualifiés. Ça n'existe plus nulle part ailleurs. On parle d'ouvriers de production et d'ouvriers d'exécution, de chefs de chantier, évidemment. Et donc, nous, on passe sur une nomenclature plus moderne. Et on a considéré, avec les syndicats de salariés, que c'était une manière aussi de sécuriser les parcours professionnels des salariés des entreprises, des ouvriers des entreprises. Et c'était aussi une manière de clarifier la manière dont les salariés progressent sur une grille qui est connue, avec des critères bien définis. Et on espère que ça va limiter en tout cas les contentieux auprès des prud'hommes. Souvent, on nous a reproché, en fait, employeurs, d'avoir une forme de même mise sur l'évolution des carrières des salariés. Et ce sur quoi nous sommes globalement entendus va permettre d'avoir des critères objectifs maintenant. Et je salue le travail remarquable qui a été fait par les consultants qui ont planché sur cette évolution. Et c'est bien pour le secteur. C'est quelque chose qui sécurise les parcours professionnels, qui reconnaît aussi l'expertise des salariés qui n'ont pas forcément de diplôme aujourd'hui. Donc c'est une évolution et qui est, de mon point de vue, extrêmement positive, qui montre que notre secteur a une forme de maturité. Voilà. Je ne suis pas sûr que dans beaucoup d'autres secteurs, on eût été capable de mener ce genre de dialogue entre employeurs et salariés jusqu'à son terme. Quelle est la moyenne d'âge des salariés? Elle est élevée, elle est plutôt autour de 46 ans de mémoire. Donc
on a des entreprises qui ont des moyennes d'âge qui dépassent 55 ans. Donc, on voit que c'est pas jeune. Donc, on est plutôt un secteur où la moyenne est malheureusement élevée. Donc, notre préoccupation, c'est que tous ces salariés qui vont partir en retraite ne partent pas avec leur savoir-faire. Et donc, qu'on puisse trouver un système de transmission de ce savoir-faire. Donc, il faut des gens à qui transmettre. Et c'est là où un peu le bas blesse. Et puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est que sur la toute fin de carrière de ces salariés très expérimentés, qu'ils puissent avoir un rôle un peu différent et un rôle, en fait, de tuteur pour des jeunes salariés qui rentrent dans la branche professionnelle. Et donc, avoir une partie de leur temps dédié à la formation, à la transmission. Notamment pour les salariés des entreprises de taille artisanale, qui n'ont pas toujours les moyens et la structure pour pouvoir avoir en interne un tuteur qui formerait des plus jeunes salariés. Donc, l'idée, c'est de créer une espèce de pool de salariés en fin de carrière, très expérimentés, capables d'intervenir de manière ponctuelle dans des plus petites entreprises. Donc ça s'organise, ça fait partie des nombreux projets que nous avons dans le secteur, mais il y a beaucoup à faire. Et la moyenne d'âge des employeurs? Les employeurs ne sont pas tout jeunes non plus. Alors, c'est un secteur qui, effectivement, n'est pas réglementé. Donc, tout un chacun peut devenir chef d'entreprise. D'ailleurs, il y a beaucoup de salariés qui franchissent le pas. Alors, parfois, un peu trop tôt de mon point de vue, mais il n'y a pas de restriction. Donc, ils ont la capacité de devenir chef d'entreprise à leur main. Il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles les propriétaires, les gérants sont âgés, vont à un moment donné donc, partir. Parfois, ils essaient de trouver un repreneur à qui transmettre, parce que souvent, les enfants ne sont pas toujours intéressés à reprendre les entreprises créées par leurs parents, singulièrement par leur père, concernant notre secteur. Et donc, voilà, mais il y a beaucoup de très, très belles entreprises à transmettre. Donc, les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont envie de faire des choses, de construire leur pays, ont tout intérêt à regarder, à s'intéresser à notre secteur, parce qu'il y a des pépites à récupérer. Pourquoi les enfants n'ont pas envie de prendre la place de leurs parents? Parce qu'ils sont témoins de leur souffrance. Je pense qu'il y a de ça. Je suis assez d'accord sur cette affirmation. Je pense qu'ils ont vu leur père faire des heures parfois impossibles, avoir des fins de mois compliquées, à ne pas savoir comment ils vont pouvoir payer des salariés, à stresser. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de vivre ces situations. Donc, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que ces situations soient des situations du passé. C'est pas simple. Les entreprises continuent à souffrir. Et leurs dirigeants avec. C'est une réalité dans notre secteur. Mais il y a une prise de conscience. Moi, j'ai entendu des mots très récemment, notamment chez les bailleurs sociaux, avec qui les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Mais, pourquoi? Parce qu'on leur reprochait, en fait, d'imposer indirectement des prix qui ne permettaient pas aux entreprises de survivre très longtemps. Il y a eu des dérives et eux-mêmes, effectivement, reconnaissent qu'il y a eu des époques très compliquées pour les entreprises. Aujourd'hui, je pense très sincèrement, pour avoir très régulièrement les interlocuteurs au sein des 5 bailleurs sociaux de Martinique, qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit qui est ancré aujourd'hui. Certaines problématiques demeurent. D'ailleurs, nous discutons avec eux de propositions que nous avons pu faire au mois de décembre. Mais il y a une vraie volonté de stabiliser le secteur parce qu'eux-mêmes, à la fin, ils n'avaient plus beaucoup d'entreprises disponibles pour réaliser
certains de leurs travaux. Donc ça commençait à leur poser problème en interne. Et puis, sur un chantier, une défaillance d'entreprise est une catastrophe pour tout le monde, y compris pour le maître d'ouvrage, qui doit, via des procédures qui sont lourdes en marché public, hein, puisque les marchés des bailleurs sont des marchés privés, mais soumis au régime de la commande publique, c'est un peu compliqué. Ils doivent repasser par des procédures qui sont lourdes et qui, en fait, font perdre du temps à tout le monde, et le temps, c'est de l'argent. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Entre vous, oui? Oui, très, très clairement, nous avons des relations tout à fait ouvertes, tout à fait franches. En tout cas, je salue cet état d'esprit qui est prometteur pour l'avenir. Les bailleurs sociaux nous promettent d'ailleurs une année 2026 assez particulière, hein, avec des prévisions de construction ou de réhabilitation de logements très importantes. Quasiment 4 fois plus que ce que nous avons fait en moyenne les années précédentes. Donc c'est considérable, il faut que les entreprises soient aussi au rendez-vous, parce qu'on a l'habitude de le dire et on le voit, l'activité avec les bailleurs évolue plus vers la réhabilitation. Les 3 bailleurs historiques, donc Simar, SMHLM et Ozanam, ont une partie de leur parc qui est aujourd'hui ancienne, qu'il faut à la fois conforter vis-à-vis du risque sismique ou du risque cyclonique, mais qu'il faut aussi réhabiliter, donc l'intérieur des logements, reprendre des sanitaires, refaire l'électricité, changer des appareillages de plomberie. Voilà, il y a plein de choses à faire à l'intérieur d'appartements anciens pour leur donner en fait le niveau de confort minimum que les locataires sont en droit d'attendre. Cette embellie dont vous parlez, est-ce que c'est justement ça, réparer ce que vous venez de dire là, ou bien est-ce que c'est construire de nouvelles cités? Il y a des programmes dans le neuf, et également il y a encore des besoins. Hein. On estime qu'il y a aujourd'hui environ 13 000 demandes de logements sociaux qui ne sont pas satisfaites. Donc on voit qu'on a encore du potentiel dans la construction neuve. Pas simple, parce qu'on a les bailleurs ont des problématiques de foncier, donc trouver des terrains suffisamment peu chers pour pouvoir permettre de construire dans des conditions d'équilibre financier satisfaisantes. Donc des terrains pas trop difficiles, pas trop en pente, avec des sols de qualité correcte, des coûts de construction qu'on a eu, nous, du mal à maîtriser, puisque avec les crises, notamment Covid d'abord, crise russo-ukrainienne, on a vu des augmentations significatives des prix de matériaux, sur lesquels on n'a rien pu faire, parce que on importe beaucoup de nos matériaux de construction. Donc ça, on est à la merci des marchés mondiaux et des prix décidés par d'autres. Nos distributeurs de matériaux se sont retrouvés dans la même difficulté que nous, que les entreprises, que les maîtres d'œuvre qui avaient des budgets, qui doivent chiffrer des projets, et des bailleurs qui doivent construire à des prix acceptables pour que derrière, ils puissent rester dans les loyers qui sont des loyers plafonds qu'ils doivent respecter. Donc c'est un équilibre qui a été compliqué à trouver. Aujourd'hui, les coûts de construction se sont stabilisés. Ce ne sont pas des prix qui permettent aux entreprises de devenir riches, soyons clairs, mais qui permettent normalement de construire et de permettre à des Martiniquais d'être logés dans des conditions plus que dignes, je dirais des conditions qui sont parfois très correctes. Quand on regarde la qualité des logements qui sont produits par les bailleurs, soit en production propre, soit parce qu'ils achètent à des promoteurs des programmes immobiliers, on est sur de la qualité, il faut le reconnaître. Ok. Vous allez à Fort-de-France de temps en temps? Souvent, très souvent. Donc vous voyez l'hôtel de police souvent? Boulevard oui, Général de Gaulle. Ça fait partie des ouvrages que je vois. Que vous voyez. D'accord. Et vous allez à Clerlis aussi? Oui. Vous voyez le Globe? Tout à fait. D'accord.
Ce sont des matériaux nouveaux quand même, qui ont servi à faire ces immeubles-là. Est-ce que ce sera ça, l'avenir, ou est-ce qu'on va rester au ciment comme on a l'habitude? Alors, il y a eu effectivement de l'innovation, notamment dans le choix de matériaux. Je pense qu'à un moment donné, on est allé trop vite, qu'on a parfois été trop moderne dans notre architecture. Hein. Alors, les ouvrages, les bâtiments sont des œuvres d'art, hein, puisque les architectes relèvent du ministère de la Culture et pas du ministère du Logement ou d'autres ministères. Donc, on est sur des œuvres d'art. Et donc, les concepteurs ont toute liberté pour choisir des matériaux qui sont normés. Donc, il y a effectivement beaucoup de normes, peut-être parfois un peu trop dans notre secteur. Mais je pense qu'on a allé vers trop de modernité en oubliant trop vite des choses qui fonctionnaient, notamment pour, par exemple, la ventilation naturelle. On voit qu'aujourd'hui, la plupart des bâtiments, on va directement sur une conception qui nous oblige à avoir des climatiseurs. Je pense qu'il y aura une espèce de retour de bâton et que les concepteurs vont à nouveau chercher à revenir à des choses simples. Non, mais je parle du matériau lui-même. Mais le matériau lui-même, non. Alors, le béton est adapté à un certain nombre de problématiques, hein, nos risques naturels. Le bois est un matériau qui est très adapté, sur lequel il y a eu des sujets à l'époque de normes incendie. Mais c'est un matériau qui est aussi très intéressant parce qu'il est plus léger. Et on sait que, par exemple, face au séisme, plus les bâtiments sont légers, mieux ils vont théoriquement se comporter. Le métal est aussi un matériau intéressant pour le gros œuvre. Et puis, pour l'habillage, donc pour ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment, je pense qu'il y aura un retour du bois, donc des bardages bois, parce qu'on connaît mieux les bois maintenant, comment ils se comportent, comment il faut les entretenir dans le temps. Et puis, il y aura encore des choses modernes, des bardages en aluminium. Mais quand vous allez dans certaines cités, quand même, certaines cités, qui datent de certains temps, est-ce que vous n'êtes pas surpris de la dégradation quand même de ces cités? Le milieu est agressif. On est dans un environnement qui est très exigeant pour les bâtiments. Et effectivement, on le voit, hein, un certain nombre de bâtiments présentent des façades, des peintures qui sont dégradées parce qu'il y a des champignons qui mêlent, il y a des salissures, il y a beaucoup de choses. Alors ça nous impose à la fois de chercher à améliorer les matériaux, donc améliorer les peintures. Il y a des évolutions constantes. Il y a de la recherche et du développement pour pouvoir avoir des produits qui permettent de mieux résister, par exemple, aux champignons, aux moisissures. Donc ça, c'est les industriels qui le font. Il faut saluer leur travail. Et puis aussi, il faut avoir des politiques d'entretien de nos bâtiments plus volontaristes. Ça a un coût, donc certes, mais moi, j'estime, par exemple, pour le logement, que le coût social de la vision de bâtiments dégradés est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas habiter des ensembles très dégradés et se sentir bien. Et quand on ne se sent pas bien... On ne va pas bien. On ne va pas bien et on peut faire des choses qui vont à un moment donné perturber l'ordre de la société. Et moi, je pense que tout ça est lié, tout ça se tient. Il y a des réflexions qui ont été menées, y compris avec des sociologues, hein, et en particulier tous les programmes de rénovation urbaine qui concernent beaucoup Fort-de-France, qui concernent Pointe-à-Pitre chez nos amis guadeloupéens, tournent aussi autour de cette notion de dignité humaine à laquelle on revient et de respect en fait des occupants des logements qui sont mis à disposition par les promoteurs, des bailleurs. Ça, je pense que c'est très important pour l'équilibre social de nos territoires. Vous dépendez beaucoup de la commande publique. Oui. Elle est un petit peu tarie depuis quelque temps. Elle est insuffisante. Donc, il y a plusieurs, effectivement, acteurs ou donneurs d'ordre public qui interviennent. Le principal aurait dû être la collectivité territoriale de Martinique,
qui, compte tenu de sa situation financière, est malheureusement un peu en panne sur l'investissement. On discute, et il faut aussi saluer ce dialogue avec la collectivité. Il y a un peu d'impatience dans les rangs des entreprises qui tardent à voir venir un certain nombre de chantiers qui sont promis. Ces impatiences sont tout à fait légitimes et nos élus comprennent ces impatiences. Il faut maintenant, très sincèrement, nous arrivons à 2 ans de la fin de la mandature actuelle à la collectivité territoriale de Martinique. Quelle que soit la situation financière qu'on comprend être pas simple, il faut trouver des leviers pour qu'un certain nombre de chantiers qui avaient été promis au secteur puissent être réalisés sur cette fin de mandature. Ça me semble être indispensable. Dans d'autres sphères, il y a des compétences qu'exercent aujourd'hui nos intercommunalités qui vont être également renouvelées en même temps que les maires dans l'élection qui arrive et qui ont encore aujourd'hui des compétences importantes, notamment dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et donc, il y a aussi des choses à faire en matière de réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable. En matière d'assainissement, nous sommes aussi très déficitaires, très en retard, parfois dans des situations d'irrégularité qui nous sont notifiées, notamment par l'Europe. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, sur l'échelon communal, il y a des disparités très importantes. Il y a effectivement des communes où on a vu beaucoup d'activités en matière d'investissement et de construction, et puis d'autres, peut-être en raison de leurs difficultés financières, où on n'a pas vu grand-chose. Mais ce qui est clair, c'est que dans la situation actuelle, l'échelon communal aura un rôle très important pour l'activité du BTP dans les 2-3 années à venir. Donc on compte sur les maires qui vont être élus au soir du 15 et du 22 mars prochain pour dynamiser la commande publique, être un peu créatif en matière d'ingénierie financière, parce que les administrés ont aussi des besoins. Et des communes ont à leur main un certain nombre d'investissements dans des bâtiments publics, dans des réseaux routiers communaux et dans d'autres domaines qui sont susceptibles de donner de l'activité à nos entreprises et finalement à nos salariés et qui sont aussi des administrés. Pourquoi vous êtes passé de la CTM à la commune sans parler des EPCI? Ah oui, j'ai dit l'intercommunalité, j'ai parlé des réseaux d'eau. Oui, les intercommunalités ont encore des compétences. Alors, en matière de bâtiments, je veux dire. En matière de bâtiments, ils en ont... Donner des ordres. Ils en ont moins. Il y a quelques bâtiments intercommunaux, mais en matière de bâtiments, ce ne sont pas les principaux maîtres d'ouvrage. Par contre, sur la question des réseaux d'eau et d'assainissement, ils sont directement en responsabilité. D'accord. Est-ce que vous avez des solutions à apporter aux hommes politiques? Parce que ce n'est pas parce que ce sont des hommes politiques qu'ils ont la science infuse. Vous pouvez aussi avoir des idées. Est-ce que vous avez des idées de filières qui vous permettraient de bâtir? Alors oui, ça fait partie de la manière dont nous travaillons. Pendant trop longtemps, je pense que le secteur s'est contenté de dénoncer des dysfonctionnements et le secteur avait raison de le faire. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à penser qu'il faut aller plus loin et qu'il faut en fait apporter des solutions, mais dans des domaines très, très, très divers, très variés. Et c'est pour ça que nous faisons souvent des propositions. Très récemment, nous avons fait 12 propositions aux bailleurs sociaux pour améliorer la contractualisation, donc ce qu'on appelle les clauses administratives des marchés, dans les marchés que ces bailleurs sociaux passent avec les entreprises de travaux. On a souhaité en particulier proposer des choses pour améliorer la trésorerie des entreprises. Donc, par exemple, améliorer la façon dont les avances à la commande sont données aux entreprises, améliorer la façon dont elles sont payées. Voilà, toute une série de sujets sur lesquels nous avons fait des propositions très concrètes. Parce que nous avons considéré que c'était aussi notre rôle de proposer, d'être force de proposition, parce qu'on ne peut pas se contenter de dénoncer des choses qui ne nous plaisent pas,
il faut aussi être capable de s'asseoir autour de la même table et puis de dire, voilà comment nous voyons les choses, et ça, nous le faisons. Donc ça veut dire que nous, fédération, nous sollicitons beaucoup nos adhérents et tous ceux qui veulent participer à la réflexion, et que notre mission, c'est de formaliser ces propositions, de les mettre en dialogue et en débat, de manière à ce qu'on nous dise, oui, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Pourquoi ? Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait 12 propositions, certaines ont été acceptées, d'autres n'ont pas été acceptées, mais c'est la loi de l'offre et de la demande, et c'est le principe du dialogue. Le dialogue ne mène pas forcément à la satisfaction de toutes ces doléances. C'est ce que nous pratiquons, je dirais, régulièrement en dialogue social avec nos partenaires syndicats salariés. Ils ont des plateformes de revendication. Ce ne sont pas forcément tous les points qui sont satisfaits, ni à la hauteur de leurs attentes. Et pour nous, c'est pareil. Et donc, on rentre avec nos maîtres d'ouvrage, avec nos clients, dans une même logique de dialogue, parce que nous sommes parfaitement légitimes à faire des propositions. Les chefs d'entreprise sont ceux qui vivent ces situations difficiles et qui ont parfois des solutions. Alors, ça peut être des solutions que X a mis en place, mais qu'il faut généraliser à l'ensemble du secteur, parce que ce sera bénéfique à tous. Et puis, ce sont des solutions qu'il faut porter à nos clients, et nous le faisons sans hésiter. Est-ce que vous avez déjà fait de la politique ? Oui, j'en ai fait un peu. Je me suis retrouvé sur une liste pour une élection municipale en 2008. Alors, à l'époque, j'étais en dernière position sur la liste. Donc, à peu près sûr de ne pas être élu. Et je ne l'ai effectivement pas été, puisqu'il y avait plusieurs listes dans cette élection. Mais l'idée était de m'essayer à la sphère politique, de voir un peu comment ça se passait. J'ai été co-directeur de campagne d'un des maires qui a été élu en 2020. C'est une très belle expérience qui s'est bien terminée, la commune du Marin, voilà, qui est ma commune de naissance. C'est une expérience qui a été extraordinaire, parce qu'on avait décidé de faire une campagne un peu particulière, qui était très spécifique, où on a fait bâti un programme et proposé des choses. Et en plus, des choses qui se sont réalisées. Donc, vous voyez que je pense avoir eu raison de m'investir comme co-directeur de campagne. Et en plus, pour faire le lien avec notre secteur, c'est vraiment une des communes, ce n'est pas la seule, c'est une des communes où il y a vraiment eu de l'activité pour le secteur du bâtiment et des travaux publics pendant la mandature du maire actuel qui se représente. Vous ne vous représentez pas cette année? Ah si, j'ai cette année franchi le pas et je serai à nouveau colistier sur sa liste. Voilà. D'accord. Comme ça, les choses sont dites. Les choses sont dites. Mais je vais vous faire un rêve. Un rêve plus important que ce que vous allez réaliser en étant élu bientôt. Vous êtes maire de Fort-de-France. Oui. Ah, je vois que ça vous fait plaisir. C'est pas une commune simple, mais allez-y, allons au bout du rêve. Et donc, quand vous baladez à Fort-de-France, vous vous dites, mais il faut vraiment que je réhabilite toutes ces maisons qui sont laissées à la dérive par les successions, je ne sais qui. Mais enfin, il y a un nombre impressionnant de maisons à refaire. Vous êtes dans le bâtiment et vous dites, ça donnerait du travail aux gens. Parce que refaire toutes ces maisons et tout ça, ça pourrait relancer un petit peu le bâtiment, d'autant plus que ce n'est pas seulement Fort-de-France qui est dans ce cas-là, il y a de communes comme ça. Bon, donc vous décidez de faire ça. Mais les Martiniquais s'en vont de plus en plus. Les jeunes Martiniquais s'en vont. Alors vous allez réhabiliter pour qui? Forcément pour des gens qui viennent d'ailleurs, probablement. Donc il vous faudra en même temps que vous réhabilitez les maisons, faire des appels sur des médias nationaux pour faire venir des gens qui habiteront ces maisons. C'est ça le rêve? Ah, mais ça, c'est un cauchemar. Non, alors... non, c'est pas tout à fait un cauchemar. Moi, je pense... Alors, Fort-de-France, en tout cas la zone qui est vraiment urbaine, je ne pense pas que ce soit le rêve, y compris de personnes qui veulent venir
habiter à la Martinique. Je pense qu'ils ont d'autres rêves et qu'ils rêvent à d'autres communes et à d'autres conditions. Moi, je pense que le centre urbain peut devenir un lieu habité par plutôt la jeunesse martiniquaise. Moi, je pense que c'est l'orientation qu'il faudrait prendre. Il faudrait créer une nouvelle dynamique urbaine de centre-ville avec une population d'étudiants, de jeunes actifs. C'est ce qui se fait. Voilà. Et je sais qu'il y a des projets qui vont dans ce sens-là, mais il faudrait que ce soit massif. Moi, la réussite de la Rue Garnier-Pagès, c'est quelque chose de significatif. Et je pense que, même s'il y a des adaptations à faire, c'est un modèle, en tout cas, qui a prouvé sa pertinence. Parce que c'est quand même un lieu qui est très dynamique, qui est capable d'attirer des manifestations très diverses, des jeunes. Il y a des gens qui sont revenus vivre, qui sont des actifs, plutôt jeunes, qui sont revenus vivre dans Fort-de-France. C'est pas simple, on n'est pas au bout des problèmes, et les élus qui sont aujourd'hui en responsabilité ou ceux qui prétendent être en responsabilité pour cette ville ont une mission qui est essentielle. Et nous, en tout cas en tant que professionnels, je m'exprime là en tant que professionnel du BTP, on compte sur ces élus pour trouver les solutions, recréer cette dynamique. De manière ponctuelle, on voit, il y a des bâtiments qui ont été démolis, qui vont être reconstruits, il y en a qui ont été convertis, comme l'ancienne sécurité sociale à Desclieux. Donc on voit qu'il y a cette volonté, mais il faut aujourd'hui aller plus loin, plus vite, parce que la ville continue à se dégrader, que les enjeux sont aujourd'hui importants. La ville, on voit sa trajectoire démographique, elle est sur Fort-de-France pas intéressante. Donc ça veut dire qu'il faut aller plus vite et qu'il faut trouver les moyens de dynamiser tout ça. Alors il y a des subventions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il y a une volonté, hein, mais il faut aujourd'hui, je pense, sensibiliser les propriétaires quand on arrive à les identifier. C'est pas toujours simple. Quand il n'y a pas trop de problèmes de succession. Et imaginer peut-être un programme incitatif. À un moment donné, je sais que les élus réfléchissaient à la réhabilitation des façades, c'est-à-dire remettre un coup de peinture, même si il y a d'autres choses à faire à l'intérieur des immeubles, mais ne serait-ce que ça, l'image de la ville. Et moi, j'ai participé très récemment à une réunion où des gens venus de Curaçao présentaient les atouts de leur territoire. Quand on va à Willemstad, à Curaçao, c'est une ville qui est très colorée. Elle est d'ailleurs connue pour ça. Il y a des pays, quand on va à Antigua, il y a des couleurs très vives, incroyables, qui font partie du charme de ces endroits. Et pourquoi pas se lancer dans de la couleur à Fort-de-France. C'est peut-être un petit clin d'œil aux élus. D'accord. Et des jardins à la place des vieilles maisons. Ah oui, le verdissement a plusieurs intérêts. Déjà, un aspect esthétique indéniable. Et puis aussi, au moment où on parle de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, tout ce qui peut être espace vert va permettre de lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Et parce que le béton n'est pas un très bon matériau thermiquement, et l'enrobé des rues non plus. Il faut mettre du verre. Il faut qu'il y ait du verre, ne serait-ce que pour des questions de thermique et de confort des usagers. Pour qu'on n'ait pas à climatiser. D'accord. En tout cas, un peu moins. En tout cas, vous avez révélé une partie très positive de votre personnalité, puisque, alors que votre métier et votre fonction, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de construction. Si. Vous êtes président de la fédération. Non, secrétaire général. Secrétaire général. Steve Patol. Secrétaire général de la fédération de bâtiments et travaux publics. Donc c'est votre priorité. Et pourtant, vous plaidez pour le verdissement. Je vais vous dire en quoi je crois. Je trouve ça magnifique. Je suis une seule et même personne dans tout ce que je fais
Et donc, je suis avant tout un Martiniquais, j'espère, conscient et responsable. Et dans ce que je fais, dans les instances où je me retrouve, où j'agis à côté d'autres, je suis en permanence à la recherche d'équilibre. Moi, je crois à l'équilibre. Je crois à l'équilibre parce que c'est celui qui va produire les situations les plus apaisées, dans lesquelles il n'y aura pas, je dirais, une partie qui bénéficie, qui profite, et puis une partie qui est laissée à la traîne. Donc je crois à l'équilibre. Et je pense que c'est ce qu'il faut à notre territoire. Et donc, je suis effectivement favorable à ce qu'on puisse construire. Il y a des besoins, je dis qu'il y a 13 000 demandes de logement, il faut loger les gens, il y a des réseaux d'eau à refaire. Mais refaisons ces réseaux d'eau, il y a de l'assainissement, il y a des eaux usées qui finissent dans la mer des Caraïbes, dans la mer Atlantique. Allons résoudre ces situations. Allons faire ça. Mais en même temps, allons pas faire n'importe quoi et allons pas construire pour construire. Et donc, allons préserver aussi notre environnement, qui est magnifique. La Martinique est un pays magnifique. Nos espaces verts, allons pas construire partout où on peut construire. Récupérons nos centres-villes, on en parlait. Plutôt que d'aller essayer de trouver des terrains dans nos campagnes, réorganisons déjà nos centres-bourgs, remettons des Martiniquais dans ces centres-bourgs, plutôt que de vouloir aller gratter sur nos forêts, sur nos espaces naturels. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'être invité par la SOPAMA à leur assemblée générale. On a parfois des situations conflictuelles, mais je me rends de temps en temps chez eux, dans leur bureau, pour échanger en tant que Martiniquais, entre Martiniquais. Nous évoquons très clairement l'impact des activités de construction sur l'environnement martiniquais, et on le fait de manière très, très responsable. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller à Place d'Armes chez la SOPAMA. Les travaux publics ont connu un âge d'or lorsqu'il a fallu construire toutes les routes qui sont parties dans le sud de la Martinique. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse la même chose pour le nord, notamment le nord Caraïbe? On construit des routes parce qu'il y a des besoins. Donc il faut d'abord trouver un moyen de stabiliser la population du pays nord Martinique. C'est principalement, à part Fort-de-France qui est un cas un peu particulier, le nord qui malheureusement se dépeuple, alors que c'est un territoire formidable. Il y a un certain nombre de difficultés de circulation, notamment sur la côte Caraïbe, mais aussi sur la partie, je dirais, Robert-Lamentin. On voit qu'il y a quelques sujets. Il y a des ouvrages à faire. Alors, je ne m'avancerai pas sur la problématique de Fond-la-Haye. il y a eu un projet, effectivement, très ambitieux de viaduc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouvais que les montants investis étaient importants. C'est vrai qu'il y a une problématique de trafic et de traversée de Fond-la-Haye. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps à Saint-Pierre, mais j'étais dans le bon sens. Donc, le matin, j'allais vers Saint-Pierre. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des solutions plus simples avec une espèce de viaduc à l'intérieur du village de Fond-la-Haye? Peut-être, sans doute. En tout cas, il y a d'autres idées que le grand viaduc. Il faut faire quelque chose dans ce nord Caraïbe. Mais il faut faire quelque chose. Alors, peut-être aussi qu'il faut enfin réussir à développer le transport de personnes, voire de marchandises par la voie maritime. Voilà, c'est une combinaison, en fait, de solutions qu'il faudrait pour pouvoir un jour permettre que ces problématiques d'embouteillage soient un peu réglées. Parce que passer des heures dans des embouteillages, c'est fatigant, et énervant, épuisant, stressant. C'est pas bon pour la santé des individus, tout ça. C'est pas encore le moment pour vous, c'est évident. Mais est-ce qu'il vous arrive de penser à votre entreprise et à vos enfants? Mes enfants, j'en ai 2, donc j'y pense tout le temps. Et en général, je suis de ceux qui pensent que nous avons un passage, une mission à accomplir
mais surtout pour que les générations d'après puissent être dans de meilleures conditions que celles que nous, on a connues. Je ne me plains pas des miennes. Mais je pense que j'ai cette envie de travailler avec d'autres, surtout pour nos enfants. Et il faut qu'on pense plus à nos enfants. En tout cas, les miens, ils sont au cœur de mon action, de ma vie. Je suis très content d'être devenu un jour père. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu réaliser dans ma vie, devenir père. Et en tout cas, mes enfants tracent leur voie, pas dans mon secteur. Ah, mais c'était ça ma question. Ah, mais pas dans mon secteur. C'était ça ma question. J'en ai pas fait une question de principe. Je leur ai montré ce que je faisais. Est-ce que vos enfants vont sympa. Ils vont prendre votre succès. Faire autre chose. Ils sont pas. Donc ma fille est dans la communication digitale. C'est vrai que c'est peut-être une image plus moderne que le bâtiment et les travaux publics. Et mon fils, il était dans l'aquaculture au début de ses études, et là, il évolue vers toute la partie aménagement du littoral, protection de l'environnement. Et en tout cas, je les encourage tous les deux à persévérer et à trouver leur voie et à contribuer au progrès des entreprises dans lesquelles ma fille est ou mon fils sera sans doute un jour, ou celle qu'il décidera de créer. Et puis qu'ils fassent des choses bien pour le pays. Mais je pense que là-dessus, ils sont d'accord. Est-ce que vous avez essayé de les intéresser au bâtiment? Oui. Ah oui, j'ai essayé. Je me laisse pas faire comme ça, même par mes enfants. J'ai pas réussi, j'ai échoué. Mais ça, c'est bien aussi qu'ils fassent autre chose. En tout cas, c'est bien qu'ils fassent ce qu'ils ont eu et décidé de faire. Et je les accompagne, je les ai accompagnés, je continuerai à les accompagner autant que possible. Et qu'est-ce que va devenir votre entreprise alors? Alors moi, j'ai pas d'entreprise directement dans le BTP, puisque je suis simplement dans la partie administrative de la fédération. Donc j'ai cette chance de ne pas avoir d'entreprise dans le BTP. Pourquoi vous dites j'ai cette chance de ne pas avoir d'entreprise dans le BTP? Parce que c'est compliqué. Parce que, vous découragez les gens qui vous écoutent. Non. Allez-y, oui. Créez des entreprises. Alors pas trop tôt, hein, pour ceux qui sont salariés, ne faites pas ça trop tôt. C'est ma recommandation. Non, parce que il faut... c'est-à-dire que théoriquement, j'aurais pu à la fois avoir une activité d'entreprise et être secrétaire sans avoir des problématiques de conflit d'intérêts. Mais j'ai choisi en fait de ne pas le faire, de manière à être totalement libre, neutre dans les actions qui me sont confiées par le conseil d'administration et que je mets en œuvre. Voilà. C'est un choix, mais c'est un choix de raison, c'est un choix de transparence et en tout cas je m'y tiendrai et je ne ferai pas autre chose. Le jour où je suis plus secrétaire de la fédération, peut-être que je deviendrai entrepreneur dans le BTP. Pourquoi pas? J'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai eu la chance de faire mes études, d'abord au lycée de Trinité, puis ailleurs, qui ont monté des entreprises. Hein, et certains s'en sortent bien, d'autres ont changé de voie. On échange de temps en temps. La vie de chef d'entreprise n'est pas simple, mais la vie de secrétaire général de fédération n'est pas forcément simple non plus. Voilà. On prend des coups, on s'exprime au nom d'eux, mais ça fait partie du job. En conclusion, M. Jean-Yves Bonner, est-ce que vous conseillez aux jeunes Martiniquais de se diriger vers les bâtiments et les travaux publics? Oui, 1000 fois oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre territoire. Ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers qui ne vont pas être remplacés par l'intelligence artificielle, qui vont être peut-être facilités pour certains d'entre eux par l'IA, mais qui ne vont jamais être remplacés. Donc vous serez irremplaçable quand vous serez dans ce secteur, où il y a, je l'ai dit, une protection sociale qui est hors du commun. Donc vraiment, j'encourage tous nos jeunes à venir voir, à s'essayer à ces métiers, dans lesquels il y a de vraies femmes, de vrais hommes, des gens qui sont conscients qu'ils travaillent pour leur pays
et vous serez bien reçus. Et en tout cas, merci de m'avoir reçu et de m'avoir permis de porter ce message. Je vous en prie. Nous avons eu le plaisir, le très grand plaisir de converser devant vous avec Jean-Yves Bouner, qui est secrétaire général de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics en Martinique. Merci de nous avoir honorés de votre présence. C'était particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ah.